Bonjour à tous, un petit mot avant que la vidéo ne commence. Tout d'abord, un très grand merci à vous pour l'accueil fait à ma vidéo sur l'autisme. Elle me tenait vraiment à cœur, j'avais vraiment peur de la sortir sur cette chaîne, mais vos retours étaient très positifs, donc encore une fois, merci. Ensuite, dans un autre registre, j'avais une vidéo assez conséquente en préparation, mais je suis actuellement très pris par mes études. Donc je me permets de vous proposer un épisode qui est vraiment moins ambitieux et qui est un petit peu plus court. J'espère qu'il vous plaira néanmoins. Là-dessus, je vous souhaite une bonne vidéo. Il y a plusieurs millénaires, au Paléolithique, les hommes se sont mis à orner les grottes de magnifiques œuvres d'art. Dans les ténèbres de ces cavités, ils ont représenté les animaux qu'ils côtoyaient, ou parfois des choses plus énigmatiques. Chauvet, Lascaux, Pêche-Merle, autant de noms qui résonnent sans doute dans votre esprit. Beaucoup de personnes, dont des chercheurs, sont venus admirer ces fresques et se sont posé des questions. Pourquoi, dans ces endroits sombres, nos ancêtres se sont-ils mis à dessiner ces formes? Une question légitime, qui ne va pas nous intéresser aujourd'hui. Mais plutôt, demandons-nous si ces grottes étaient vraiment si sombres que ça. Comment les artistes et les visiteurs de ces royaumes souterrains s'éclairaient-ils? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Archéo Cliché. C'est suite à l'excellent reportage de Boneless Archéologie sur la grotte Chauvet que j'ai eu l'idée d'aborder le sujet. D'ailleurs, si vous l'avez manqué, qu'est-ce que vous faites encore là? Allez le voir immédiatement, ça vaut le détour. Bref, nous allons aborder le sujet de l'éclairage préhistorique. Commençons par revoir quelques bases. De quand date la domestication du feu? Rappelons quelques détails avant de répondre. L'archéologie peut tout à fait retrouver des traces d'un foyer sur un site. La couleur du sol et l'aspect des objets l'accompagnant sont des indices qui peuvent être assez parlants. Néanmoins, il faut garder en tête que cela ne nous indique pas forcément la manière dont ce feu a été allumé, ni si un homme en est à l'origine. De la même manière, retrouver des objets ayant brûlé sur un site peut témoigner soit d'un feu qui a été volontairement allumé par l'homme dans un but précis, soit d'un accident, d'un incendie ou d'une quelconque catastrophe. Revenons à notre question. On estime que le feu est domestiqué au moment où il est suffisamment bien maîtrisé par l'homme pour faire partie du quotidien. Et cela remonte à il y a environ 400 000 ans. On en trouve en effet des traces à divers endroits dans le monde, comme en Chine, sur le site de Zhoukoudian, mais aussi en Europe avec plusieurs sites notamment en France, ces derniers montrant des indices de foyers qui ont été aménagés. Il est fort possible qu'en réalité cela remonte à bien plus loin. En Israël, sur le site, je ne vais même pas essayer de prononcer ce nom mais il s'affiche à votre écran, il y a des objets d'origine humaine qui ont été brûlés. Si c'était bien un feu volontaire et maîtrisé, cela ferait remonter la domestication du feu à il y a plus de 700 000 ans. Mais ça fait toujours débat, donc nous allons nous contenter de la date à laquelle nous sommes à peu près sûrs, à savoir il y a 400 000 ans. L'art paléolithique, quant à lui, s'est principalement développé au paléolithique supérieur, soit disons entre moins 35 000 et 10 000 avant notre ère. Il est donc évident que les artistes disposaient déjà du feu pour s'éclairer. Mais de quelle manière, ça nous allons le voir tout de suite. Dès le paléolithique, les êtres humains ont probablement eu besoin de s'éclairer, et certaines initiatives ont nécessité de réfléchir à des solutions. Restons dans l'exemple des grottes. Pour les explorer, il faut pouvoir se faufiler, escalader, bref, souvent, il faut pouvoir être mobile. La question a donc dû se poser. Comment s'éclairer tout en se déplaçant et sans trop entraver les mouvements? Une des premières méthodes qui a utilisé, ce sont tout simplement les foyers. Si la plupart du temps on allumait un feu simplement pour cuire de la nourriture ou encore pour travailler la pierre plus facilement en la chauffant, eh bien un feu ça produit bien évidemment également de la lumière. Il est évident que l'archéologie a bien du mal à différencier un foyer qui a servi pour tout ce qui est de l'usage quotidien et un autre qui a servi uniquement pour l'éclairage. Pourtant, il y a quelques pistes que l'on peut explorer. Dans certaines grottes des Pyrénées, on trouve dans des recoins profonds des cavités la présence de foyers. Ces derniers, à la différence de ceux que l'on trouve plutôt vers les entrées des grottes, sont beaucoup moins conséquents et importants. Ils semblent avoir été allumés moins longtemps, mais à plusieurs reprises. Par exemple, dans la grotte d'Anlaine, qui se trouve en Ariège et qui est connue depuis le 19e siècle, on trouve une occupation magdalénienne, donc de la fin du Paléolithique. On y a retrouvé des sculptures, dont un superbe propulseur au passage, je le mentionne parce que je l'aime beaucoup. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que parmi les foyers qui ont été retrouvés sur le site, certains ne semblent n'avoir laissé que des cendres. Il n'y a aucune trace d'objet, ce qui pourrait donc faire penser à une fonction d'éclairage.
D'autres foyers de ce même site sont également un peu particuliers, puisqu'ils ne semblent n'avoir servi qu'à brûler des ossements. Certains chercheurs estiment que ce type de combustible précisément était réservé pour éclairer la grotte. Ce n'est qu'une hypothèse cependant. Le problème, c'est que même si en effet ce type de foyer pourrait parfaitement servir à éclairer, ça a un grand défaut, c'est qu'un foyer ça ne se déplace pas facilement, voire pas du tout. La seconde idée que l'on peut alors imaginer, ce sont les torches. Parce que oui, une torche, c'est pratique pour se déplacer, ça éclaire dans toutes les directions, et c'est pas compliqué à fabriquer. Bon, évidemment, il y a un gros problème. C'est un objet qui est en bois, et cette matière ne se conserve que très rarement sur plusieurs millénaires, puisqu'il faut pour cela des conditions très particulières. Néanmoins, il y a peut-être quelques indices. Dans la grotte de Nio, également en Ariège, on a trouvé un morceau de bois de 11 cm qui a un petit bout consumé. Cela pourrait tout à fait être une torche. Mais si la grotte a bien été occupée au Paléolithique supérieur, la datation du bois semble montrer que l'objet lui est plutôt néolithique. Mais ce qui n'empêche pas bien sûr de penser qu'il y avait déjà des objets similaires aux périodes précédentes. Il y a d'autres indices diffus. Dans certaines cavités, on retrouve sur les parois par exemple des traces de charbon. Ces dernières pourraient être la preuve de l'utilisation de torches, puisque lorsque l'on passe avec une torche, il est possible que l'on racle un bord, laissant ainsi une petite trace charbonneuse. Cependant, comme le charbon était également utilisé pour dessiner sur les parois, ce n'est absolument pas certain. Même s'il y a peu d'indices, la torche a très probablement existé au Paléolithique. Et la torche, c'est vraiment pas mal. Mais ce n'est pas tout à fait parfait, parce que s'il faut ramper dans un boyau, ce n'est pas pratique de tenir la torche à bout de bras. Il reste un dernier élément, qui est sans doute le moins connu et celui qu'on imagine le moins. Ce sont tout simplement les lampes à huile. Eh bien oui, dès l'Aurignaciens, c'est-à-dire il y a 40 000 ans environ, on retrouve des lampes de diverses formes. Ce sont plus de 300 exemplaires qui ont été retrouvés, principalement dans les zones où l'on trouve les grottes qui contiennent de l'art pariétal. Alors, à quoi ressemblent ces fameuses lampes? Il y en a de différents types. Ce sont des lampes à huile, qui brûlent grâce à de la graisse animale, qui est un très bon combustible et qu'il était tout à fait possible de trouver à l'époque. Certaines sont vraiment très simples et ressemblent simplement à une pierre avec une trace de brûlure. On les appelle des plaquettes. Elles sont ouvertes, c'est-à-dire qu'il s'agit tout simplement d'une pierre plate sur laquelle on a placé la graisse et qu'on fait brûler. On en a retrouvé de ce type, notamment à Lascaux. La plupart étant posées simplement sur le sol devant une œuvre. On peut d'ailleurs dire qu'il est parfois très difficile de trouver ces pierres tellement elles ressemblent à de simples cailloux. Il y a également des lampes qui ont été un peu plus travaillées. Ce sont en général des pierres qui ont été creusées pour contenir la graisse animale. Elles sont qualifiées de fermées. Cependant, on peut tout à fait aussi utiliser des pierres qui ont naturellement une forme creuse. Pour terminer, il y a les lampes les plus impressionnantes, les lampes avec manches, qui ont été façonnées. Ce sont également sans doute les plus rares. Souvent faites en grès ou en calcaire, ce sont aussi les plus reconnaissables. La plus célèbre, c'est sans aucun doute la lampe de Lascaux. Faite en grès rose, elle est particulièrement belle et elle est décorée sur le manche par des incisions et des symboles. C'est sans doute la plus emblématique, et on peut encore voir la trace de brûlure qui prouve qu'elle a servi. Cependant, comme je l'ai dit, ce modèle reste plus rare. On trouve bien plus souvent de simples pierres qui ont été utilisées comme lampes. Avec plus de 300 exemplaires, c'était sans doute une pratique qui était répandue. La question qu'on pourrait se poser, c'est où est-ce que dans les grottes, on retrouve ces objets? Le plus souvent, elles sont localisées proches des entrées, mais il existe tout de même des sites où on les retrouve situés un peu plus profondément dans les cavités. Dans ces cas-là, on les trouve régulièrement à des endroits comme les intersections de galeries et le long de certaines parois. On peut en déduire que c'était peut-être des points de repère, ou tout simplement un éclairage absolument nécessaire pour pouvoir se déplacer à ces endroits. On retrouve également quelques exemplaires de lampes qui sont dans des zones vraiment très profondes, ou dans des boyaux très étroits et isolés, mais ici on considère souvent que ce sont des objets qui ont été perdus. Nous avons fait un rapide petit tour des différents moyens d'éclairage connus pour la préhistoire. Bien sûr, l'archéologie passe peut-être à côté de certaines choses, qui sont aujourd'hui indétectables, mais ces quelques éléments que nous avons montrés permettent de se rendre compte qu'il y avait déjà des moyens plus ou moins pratiques de s'éclairer lorsqu'on explorait les cavités. C'est une question qu'on se pose rarement et que je trouvais assez intéressante à aborder. Nous arrivons déjà à la fin de la vidéo. Comme vous l'avez constaté et comme je l'ai expliqué avant, la vidéo est plus courte et moins poussée que d'habitude, tout simplement parce qu'avec mes études, je suis bien trop pris et je n'ai que très peu de temps à accorder à la chaîne. Je voulais tout de même sortir une petite vidéo ce mois-ci pour vous faire patienter avant la suivante et pour m'en tenir à ce rythme d'une vidéo par mois que j'espère pouvoir conserver.
En tout cas, j'espère que mine de rien, vous aurez appris une ou deux choses. Vous trouverez comme d'habitude toutes les sources en description et je vous invite à les consulter. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les futures vidéos. Et comme d'habitude, je vous invite à creuser la question. Établissons vite une chronologie, il reste tant à faire, et tourne-moi donc ces pierres, je crois qu'on est tombé sur nos. Un tumulus ressemble juste à une bosse et une tombe a simplement une fosse.